Bonjour à tous. Donc merci d'être là et merci beaucoup à Jérôme donc d'avoir organisé ce webinaire et cette série de webinaires parce que vous voyez qu'il va y avoir trois webinaires d'ici le mois de juin. Jérôme, donc tu es recruté sur le programme Faire Carbone depuis quelques semaines. Euh, et Parce que à l'échelle du programme, on s'est rendu compte que les données étaient un aspect très, très important hein, pour le programme et pour chacun des projets. C'est aussi une demande de plus en plus forte qu'on a de la part non seulement des tutelles, mais aussi des financeurs de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec les données, comment on va les gérer. Et c'est quelque chose qui va continuer à monter hein, dans les prochaines années. Et en même temps, pour un grand nombre d'entre nous, hein, et je m'inclus largement dans cette catégorie-là, c'est quelque chose d'assez nouveau d'avoir à gérer ces données, la demande qu'on nous en fait. On peut être un petit peu perdu par rapport à ces demandes ou à s'interroger sur quelles sont les bonnes pratiques, qu'est-ce qu'il faut faire, quels sont les interlocuteurs, quelles sont les ressources. Et donc, c'est pour ça qu'on est ravi que Jérôme puisse intervenir dans ce cadre-là au sein du programme. Donc, en plus de l'activité, Jérôme, que tu as auprès de chacun des projets, donc tu as cette animation transversale, l'idée vient de toi, hein. Merci une nouvelle fois d'avoir lancé cette dynamique de pouvoir présenter de manière large aux participants au programme, mais aussi au-delà, hein, puisque ces webinaires, ils sont ouverts et évidemment, toutes les personnes intéressées sont bienvenues. Euh, et je pense que ça va être très utile. En tout cas, moi, ça va bien m'intéresser. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir initié cette série que je suivrai avec attention. 14h06, donc maintenant, je te laisse la parole et, euh, et bon webinaire. Merci beaucoup Pierre pour ton introduction et pour effectivement avoir replacé les choses dans leur contexte. C'est aujourd'hui un premier webinaire qui du coup sera suivi effectivement de deux autres en mai et juin. Aujourd'hui, on va vraiment parler de la donnée de manière un peu générique et surtout on va la replacer dans un historique assez long. Donc c'est vraiment aujourd'hui un premier webinaire qui, me semble-t-il, était nécessaire pour replacer les choses et puis voilà, remettre un certain nombre d'éléments en perspective pour vraiment comprendre les enjeux qui sont reliés aux données. Alors, pour ma part, moi je suis ingénieur de formation. J'ai été converti à la donnée et à la science des données. Et donc il s'agira pour moi euh, je voudrais passer la diapo. Voilà, ça marche. Il s'agira pour moi aujourd'hui de contribuer, essayer de contribuer à faire progresser la culture générale, donc sur ces enjeux, et plus largement sur la transition numérique, former aux bonnes pratiques en matière de gestion de données, mais aussi sensibiliser à la science ouverte et notamment à l'ouverture des données qui en ressort. Alors, parler du numérique, hein, c'est de toucher à ce vaste sujet et c'est se confronter donc à pas mal de choses. J'ai pris donc parti pour ces webinaires de commencer par replacer le sujet dans une longue histoire et sélectionner volontairement des éléments qui me semblent propices. Donc, pour comprendre ces enjeux, ce sera forcément partiel, ce sera subjectif. Il y a beaucoup de choses à dire sur le numérique, tant il est développé et se confond désormais finalement avec le fonctionnement quotidien de notre société. Pour commencer, prenons une définition, celle des données donc du dictionnaire Larousse. Les données, quelque part, finalement, ont toujours été la source d'une approche scientifique. Ce sont d'abord et avant tout des renseignements qui vont servir des causes. Elles puisent leurs origines dans une longue histoire de l'information
C'est ce qui va nous intéresser beaucoup aujourd'hui. Ça se concrétise notamment avec l'invention de l'écriture, qui est finalement la première gestion de données concrète de l'histoire, et puis l'invention aussi des chiffres, des calculs qui vont permettre d'apprendre à partir de ces données. Les données, donc, sont le socle, mais bien entendu, elles ne se suffisent pas à elles-mêmes. Elles ont besoin d'être affinées pour engendrer de la connaissance, de la sagesse. C'est l'enjeu finalement premier de la science. Il ne faut pas s'arrêter là pour autant. Il ne faut pas masquer que les technologies de l'information et de la communication sont aussi des outils qui ont été développés dans des objectifs à la fois de régulation, de contrôle et de pouvoir décisionnel, de pouvoir de manière générale. Schématiquement, dans cette présentation et plus largement pour comprendre les enjeux de la donnée, nous considérerons le triptyque suivant, celui du traitement de l'information, de sa circulation et de sa mémorisation. Cette logistique de l'information est essentielle pour comprendre les enjeux qui sont aujourd'hui les nôtres. L'histoire ici racontée, c'est aussi l'ambition d'inventer des machines pour faire à notre place. Ainsi, il en sera de la production d'informations durant l'histoire, toujours plus automatisée, au travers d'outils techniques toujours plus perfectionnés et intriqués à d'autres révolutions, notamment la révolution industrielle, celle des télécommunications basées sur des réseaux, et bien entendu les informatiques qui deviennent peu à peu des secteurs économiques incontournables, avec, au travers des guerres mondiales du XXe siècle, des accélérateurs très importants de cet essor. Comme l'imprimerie au XVe siècle, la naissance du numérique conduit à un changement d'échelle très important. Nous assistons peu à peu à un déluge de données qui revêtent des facettes multiples, qui pourraient être à elles seules l'objet d'autres webinaires. Et nous y reviendrons. Je pense notamment à l'impact écologique et social du numérique. Je pense à la science des données qui réinvente aujourd'hui l'apprentissage statistique historique, ou encore la percée spectaculaire du vieux rêve de rendre les machines complètement autonomes par l'intelligence artificielle. Ce premier webinaire traitera donc des origines pour comprendre comment nous arrivons aux données numériques massives aujourd'hui, et nous essaierons de mettre en lumière ce que cela implique pour la recherche scientifique. Le deuxième rendez-vous repartira des constats faits et se focalisera sur les outils et les pratiques en termes de gestion de données, notamment au travers des étapes du cycle de vie de la donnée et du plan de gestion de données. Et enfin, un troisième webinaire, nous évoquerons les enjeux associés à l'ouverture de ces données, à leur diffusion et leur réutilisation, évidemment un enjeu très important et qui effectivement fait l'objet d'une attente forte de la communauté. Donc, pour commencer, un petit retour en arrière sur les origines des données, avec là aussi plusieurs parties associées à ce retour en arrière. Nous verrons l'évolution technologique qui a accompagné finalement l'émergence d'un monde où le numérique est désormais incontournable. Ça a commencé il y a très longtemps. Nos mains, nos doigts ont été nos premiers supports pour représenter des données. Ils servaient à faire le recensement des personnes dans la tribu, les animaux repérés, les objets troqués. Étaient déjà, il était associé à un système de représentation. Ici, le système sexagésimal. Constante de l'histoire, nous développons des outils. Nous avons toujours développé des outils qui prolongent nos capacités au-delà de nous-mêmes. Et en l'occurrence, en matière de comptage, nous avons associé très vite des valeurs à des objets pour pouvoir compter. Et les calculs ici de l'époque babylonienne étaient déjà le prolongement de notre mémoire quand il s'agissait d'effectuer des transactions commerciales. On rentrait des petits cônes de différentes tailles dans une boule d'argile et on cassait à la fin cette boule d'argile pour dénombrer les cônes. Autre constante de l'histoire, s'il est facile de transmettre un récit oralement, il est plus difficile de se rappeler de comptes, de calculs de toutes sortes. Et déjà, depuis longtemps, on mémorisait les données, notamment en gravant sur des objets. Mémoriser, bientôt les calculs et les résultats de ces calculs, c'est-à-dire les traitements finalement réalisés sur ces données.
Les premières tables représentent, c'est bien logique, des rapports comptables, nombre de fruits recueillis, nombre de bêtes chassées, nombre de plantes récoltées. Les coins qui servaient à graver sur ces tables d'argile ont donné son nom à l'écriture cunéiforme, qui sera utilisée longtemps dans les premières civilisations, mais qui bientôt ne sera plus le seul type d'écriture. L'innovation se fera aussi sur les supports. Vous verrez que dans notre présentation du jour, c'est très important. Là, en l'occurrence, il y a de l'innovation sur la souplesse, la légèreté, le volume qu'occupent ces supports pour notamment faciliter leur stockage et faciliter aussi leur circulation. La simplification des hiéroglyphes aboutira un peu plus tard à l'écriture hiératique et les premiers empattements. Voilà, on est sur des choses beaucoup plus connues. Le passage des symboles à des lettres permet de décrire le monde de manière plus détaillée. On va pouvoir écrire des récits plus complexes, figer aussi ces récits, figer les versions de ces récits. Et cette évolution-là, plus abstraite des représentations, nous reviendrons plus tard sur cela pour distinguer notamment ce qui distingue les données structurées et les données non structurées qui sont plus complexes, mais aussi plus riches d'informations. Nous allons aussi, à des époques passées, conjuguer les symboles et le positionnement de ces symboles de manière élaborée et de manière savante à plusieurs endroits de la planète, de manière un peu différente parfois. La numératation est née. C'est le cas aussi en Asie, en Inde et en Chine notamment, où la culture de la transmission des savoirs a été très fortement institutionnalisée et, entre parenthèses, dans l'histoire de l'humanité, savoir écrire et compter restera longtemps réservé à une toute petite élite, en général adossée au pouvoir politique et religieux. Ainsi, on ne sera pas surpris que bon nombre d'inventions vont provenir d'Asie durant le premier millénaire et cette partie du monde qui est plus avancée que nous en Europe va effectivement va inventer vraiment les chiffres et cette numérotation indienne va longtemps s'imposer et sera transformée et diffusée par le monde arabe qui va s'étendre à partir du 7e et du 8e siècle. Et là, réellement, sera né le premier langage universel, celui des nombres, que nous retrouverons, langage universel, en tout cas, principe que nous retrouverons dans le cas des technologies numériques. Les échiquiers chinois, les bouliers romains, les abaques vont longtemps être utilisés pour compter plus vite, principalement pour le commerce. Ils permettent alors des calculs arithmétiques basiques. On parle de somme et de soustraction dans ces cas-là. Et longtemps, les utilisateurs d'ABAC, qui ont leur petit pouvoir avec leur technique, vont par conservatisme freiner le- le- l'usage de nouvelles techniques, mais c'est quand même des nouvelles techniques, notamment euh, popularisé, en tout cas diffusé à l'arrivée des Arabes et des Perses, qui va s'imposer au cours du temps avec comme personnage un petit peu connu, Mohamed Al-Khwarizmi, dont on tirera le patronyme, dont on tirera algorithme de son patronyme, pardon, et aujourd'hui, enfin, mot employé couramment dans le monde numérique. Encore et toujours, il s'agit de développer des outils pour faire ou pour faire plus vite. Petit à petit, on va ajouter à la somme et à la soustraction la multiplication et la division qui vont être réalisables par des mécanismes. Vous remarquerez sur la photo de gauche la calculette de la fin du 19e siècle qui ressemble assez à une machine à écrire et dont le clavier inspirera les pionniers de l'informatique quelques décennies plus tard. L'innovation, à partir de là, c'est aussi de miniaturiser nos outils. Revenons à la révolution industrielle rapidement. Elle précède l'arrivée des ordinateurs. La machine devient programmable. L'information, pardon, est transformée en instruction, en données d'entrée. Elle est
contenus dans la succession ici des trous et des non-trous dans des cartes perforées. C'est le cas aussi des calculs complexes de la machine de Babbage en Angleterre à la même époque. Monsieur Hollerith, aux États-Unis, s'inspirera des systèmes électromécanisés de son temps pour construire des premières tabulatrices. On va par exemple employer l'une d'elles pour faire un gigantesque décompte de la population américaine dans un temps record en 1890. Mais la nouveauté ici, c'est qu'on ne s'arrête pas à compter simplement des individus, on va recenser aussi leur genre, leur âge, leur localisation, la surface de leur maison, le nombre de leurs enfants, etc., etc. Monsieur Le Ritz est un businessman. Il comprend très vite l'intérêt de ces machines dans les entreprises et c'est d'abord les services comptables qui vont en profiter pour faire les bulletins de paye notamment, à condition bien entendu qu'ils ne soient pas trop longs, puisque à cette époque, la mémoire qui permet de retenir ces bulletins n'est limitée est limitée à quelques chiffres seulement. Et puis vient la guerre, et à la sortie de la guerre, le monde découvre des machines qui ont aidé ici à casser les codes secrets des nazis, ici à organiser les débarquements de troupes, là encore à faire des calculs plus complexes. Les ingénieurs d'IBM vont faire la démonstration d'une calculatrice qui dépasse tout ce qui a été construit jusque-là. Et à la place des cartes perforées, on retrouve des tubes à vide. C'est le début de l'informatique à proprement parler que nous connaissons aujourd'hui et sa base binaire qui ne sera plus jamais remis en cause, avec laquelle d'ailleurs nous allons arriver aux données numériques. Cette histoire, elle se poursuit par l'invention du transistor en 1955. Ça va ouvrir la voie à la micro-informatique et notamment l'arrivée du PC, le Personal Computer. Les premiers ordinateurs vont calculer, vont mémoriser, mais pas beaucoup. Mais à cette époque, l'information, elle est encore piégée dans l'outil. Il y a pas encore, ce n'est pas encore un outil communicant. Et c'est là où la suite va être intéressante. Mais arrêtons-nous un court instant sur la circulation de cette information avec quelques exemples. Le premier que je vous donne ici, c'est celui du télégraphe de Claude Chappe. Là, on est en France, on est au moment de la Révolution. Et pour communiquer à distance, les ingénieurs vont trouver les moyens de se passer de support. On compose des messages à partir de différentes positions des mâts. Et puis ces mâts donc, vont avoir différentes positions qui vont exprimer des mots et des expressions qui sont encodés dans un livre que seul le destinataire et l'émetteur initial ont pour pouvoir réinterpréter les messages. Mais voilà, si cela reste assez partiel et complexe, l'idée d'un réseau commence à faire son chemin avec des tours qui vont être placées le long d'un linéaire. Et en l'occurrence, là, il s'agissait de faire la liaison entre le nord de la France, là où étaient nos soldats, et le pouvoir central parisien. À l'heure des empires coloniaux et de la révolution industrielle du 19e, associée notamment aussi à l'invention de l'électricité, on va développer des techniques, là en l'occurrence le télégraphe électrique et d'autres langages plus universels que celui de Chappe, le Morse. Cette télégraphie, elle va d'abord suivre les lignes de chemin de fer. C'est un outil qui devient indispensable, notamment pour gérer le trafic qui s'intensifie, mais déjà, on se demande comment transmettre la voix VOX, et on note d'ailleurs toujours la même logique d'automatisation avec ici des outils qui vont permettre de coder et décoder les données qui sont transmis et à la place des opérateurs qui existaient dans les tours de chape ou pour transmettre le morse. Les réseaux se développent. Les câbles vont précéder l'arrivée des fibres optiques, mais tout ça se généralise à l'échelle de la planète
Et déjà au 19e siècle, on installe des câbles partout, et notamment sous les mers et sous les océans, pour pouvoir connecter finalement la Terre entière. On a câblé dès cette époque plus d'un million de kilomètres, plus d'un million de kilomètres de câbles aériens, sous-marins, et cela a demandé évidemment des moyens financiers, humains très très importants. Problématique qui commence à germer, c'est qu'en cas de conflit, ces communications vont être rompues, ou en tout cas facilement rompues du fait de ces objets matériels. Donc, on va là encore repousser les choses en inventant de nouvelles techniques, et notamment, c'est la radiographie qui fera son apparition avec, en quelques années, un développement très très important. Et toutes les flottes des grandes puissances mondiales seront équipées dès le début du XXe siècle. Plus la distance est grande et plus l'antenne a besoin d'être élevée. Et heureusement, à cette époque, nous, les Français, nous avons la tour la plus haute du monde. De nos jours, les communications devenues transmission de données sont nombreuses. Ici, deux exemples, celle du radar longue portée. Je cite aussi évidemment les liaisons satellites, les télédétections LIDAR, le GPS, etc. Beaucoup de nouvelles technologies vont permettre effectivement de transmettre et de, et de partager des données à l'échelle mondiale, et de manière enfin, de plus en plus rapide et de plus en plus volumineuse. Résumons un petit peu les choses à ce stade, avec finalement deux grands V à retenir, le V de vite et le V de volumineux, qui sont les moteurs du big data vers lequel nous dirigeons peu à peu. Il faut tout de même se rendre compte des progrès réalisés. Une multiplication qui aurait pris plusieurs minutes à la main, ou avec les calculettes du 19e siècle, ne va prendre plus qu'une milliseconde avec le premier ordinateur en 1945. En 1958, on invente le circuit intégré, c'est-à-dire qu'on grave des transistors sur une même plaque. Cette plaque, aujourd'hui, elle est en silicium, d'où le fait de faire de la science in silico. Mais voilà, vous avez ici présenté l'évolution du nombre de transistors par microprocesseur depuis les années 70, et la loi de Moore qui prévoyait notamment que cette densité doublerait tous les 2 ans, ne s'est jamais démentie jusqu'ici. Avec ces inventions, on arrive à quelque chose de nouveau, et notamment une architecture d'un ordinateur où tout est code, depuis les instructions jusqu'au résultat, jusqu'au programme, et l'ensemble des processus qui sont en jeu, que ce soit le calcul, que ce soit la mise en mémoire. Tout ça nous amène effectivement à parler de numérique, mais avant de rentrer dans le numérique, je voudrais juste faire un petit retour sur le distinguo entre analogique et numérique, pour bien avoir les choses en tête. Jusqu'ici, une grandeur physique était généralement mesurée par analogie, comme dans l'exemple de la température ici présenté, où on figure finalement la valeur au travers d'un autre phénomène, qui est celui de la dilatation du mercure dans un tube. Avec le numérique, on va simplifier cette représentation en se basant sur des changements d'état, du transistor en l'occurrence. L'exemple typique, c'est celui que j'ai présenté en bleu, c'est l'exemple d'une écluse où à gauche, vous avez l'eau bloquée à l'amont et le niveau bas de l'eau à l'aval. À droite, l'écluse à l'amont s'ouvre et ferme à l'aval, et ainsi l'eau monte pour aboutir à un niveau haut. Dans ces cas, enfin, en tout cas, si on a des états possibles à représenter, comme dans cet exemple du feu tricolore, on va pouvoir choisir à chaque état de donner effectivement un état haut ou un état bas. Et en l'occurrence, là, pour allumer notre feu tricolore, on va pouvoir utiliser 3 bits.
L'avantage et la puissance du numérique, c'est d'optimiser encore cette représentation parce que pour finalement représenter l'exemple du feu tricolore à trois états possibles, 2 bits vont suffire à le représenter. Cette représentation se complète de l'octet, plus communément employé pour représenter le réel. Et on a choisi notamment le fait d'utiliser un ensemble de 8 bits, car dans 8 bits, on a 256 états possibles, et donc la capacité de représenter la totalité de l'alphabet, des caractères spéciaux, les ponctuations, les chiffres, et ainsi pouvoir finalement transférer, encoder un certain nombre de choses par ce biais-là. Quelques notions sur les volumes avec voilà, le fait d'avoir des données structurées, des listes, des tableaux assez faciles à symboliser, à comprendre au travers effectivement d'une transformation en numérique. C'est plus difficile pour les données non structurées, plus difficile à visualiser, mais là, en l'occurrence, il s'agit de volumes et de données qui sont sans commune mesure avec les données structurées présentées à gauche. Ici, un texte, s'il est sans image, va avoir un volume relativement proportionnel au nombre de caractères, de mots et de pages. Et ne dépassera en général pas le mégaoctet, pardon. Mais la représentation binaire d'une image, au contraire, et son volume va dépendre de sa taille, de sa résolution, de son format d'enregistrement. Et dans ce cas-là, c'est plusieurs millions d'octets qui seront nécessaires pour représenter une seule image. C'est encore plus évidemment pour représenter du son et encore plus pour représenter un mélange entre son et image. Euh, et vous l'aurez compris, tout ça induit des besoins en capacité de calcul. On l'a vu avec la loi de Moore, une évolution très très importante pour être en capacité de traiter ce genre de données. Il va falloir aussi pouvoir les mémoriser, et c'est ainsi une raison pour laquelle l'évolution finalement des puissances de calcul va être accompagnée durant le XXe siècle par une même évolution tout aussi fulgurante des mémoires. Notamment, pour mémoriser des données, dans les premières tables en argile de Sumer, on connaissait déjà le besoin de soit conserver, soit réécrire. Et ainsi, les technologies, enfin, en tout cas les tables, allaient être cuites si on le souhaitait effectivement conserver, ou séchées si on souhaitait réutiliser la table après coup. Ce sera exactement les mêmes principes pour les technologies du XXe siècle, avec des technologies qui sont parfois magnétiques, parfois sur bande, parfois sur disque. Notamment, une caractéristique de cette technologie, c'est aussi de pouvoir être lisible et détruite par la lecture. Ce fut le cas des tores en ferrite, mais c'est aussi une première forme de sauvegarde dans le cas des- des mémoires non volatiles, avec les exemples que tout le monde connaît, la cassette audio, les VHS, et les premiers supports que l'on connaît à cette époque. On est là au milieu du XXe siècle. Comme pour les processeurs de calcul, les transistors et la microélectronique va envahir aussi le domaine des mémoires rapides, utilisées comme mémoire vive. Et on est passé vraiment là, pour le coup, de l'analogique au numérique, avec des mémoires massives qui sont en comparaison moins rapides pour écrire et lire, mais qui vont permettre de récupérer et de stocker des volumes de plus en plus importants. Évidemment, on est passé par des technologies optiques comme le disque laser ou l'holographie, à des supports magnétiques comme les disquettes, les disques durs que tout le monde connaît, mais aussi désormais des clés USB, des mémoires flash. Voilà, on est passé en quelques décennies de quelques kilo-octets à quelques téraoctets pour les disques durs les plus modernes. La règle de fonctionnement est toujours la même, c'est-à-dire que plus vous êtes près
du calcul et plus vous avez besoin de rapidement accéder à vos données. Et donc, vous allez avoir des technologies bah, qui sont certes rapides, mais qui sont aussi onéreuses qui sont onéreuses. Et inversement, les prix et les vitesses d'acheminement de ces mémoires vont baisser au regard de la capacité de volume qui est gagnée. Les périphériques vont apparaître aussi à cette époque-là. On est au début des années 80. On a voulu déjà pouvoir effectivement imprimer nos résultats, ne serait-ce que ça. Mais on voulait aussi, on a voulu à un moment donné utiliser les gros calculateurs d'une certaine façon en, en série. On voulait pouvoir se servir d'un ordinateur, d'un gros calculateur quand un autre était déjà indisponible. C'est le principe du time sharing notamment qui est utilisé en informatique. Quand une machine est indisponible du fait de l'exécution d'un calcul, on envoie les instructions à un autre calculateur. C'est le réseau ARPANET qui, dans les années 80, va se servir des premiers routeurs, en gros des traducteurs entre machines, pour faire ce type d'opération. Il possède à l'époque 4 nœuds seulement. On a très très peu de gros calculateurs à cette époque. Et d'ailleurs, on n'en a toujours pas beaucoup plus à l'heure qu'il est. Mais par contre, on a corrigé finalement une capacité à- à- à conduire et à transporter de l'information d'un ordinateur à un autre. Et pour contrer la fragilité d'un réseau filaire, on découpe le message en paquets et chaque paquet va suivre un chemin différent éventuellement pour arriver à destination. Ça va vraiment permettre au réseau d'être de plus en plus fiable, de plus en plus distribué et ça va être la source effectivement de ce qu'on connaît aujourd'hui et notamment du réseau Internet qui est le plus employé de nos jours. Les militaires vont créer leur propre réseau fin des années 80 avec Milnet. Et c'est finalement à la charge des universitaires et des scientifiques que reviendra le soin de poursuivre et de maintenir ces premiers réseaux qui notamment vont servir finalement un peu la science ouverte des débuts ils permettront à la fois d'envoyer des emails, mais surtout aux États-Unis d'envoyer des bulletin boards qui sont bah, finalement, les premiers éléments de revue partagés entre scientifiques. C'est aussi pour des raisons de science ouverte que le réseau le plus connu aujourd'hui va naître, le web. Vous avez ici en photo son inspirateur au CERN. Dans les années 80, il y a un management de la connaissance qui va être un véritable casse-tête. Les chercheurs passent au CERN quelques années, puis ils s'en vont. Enfin, c'est la vie d'un labo, hein, quelque part, somme toute. On a besoin finalement d'une gestion documentaire dynamique. Et c'est ce qui va être finalement la révolution d'une certaine façon associée au web, c'est de pouvoir gérer des documents normalisés et de manière dynamique en les partageant au travers d'une adresse URL et tout ça mis en circulation avec des protocoles particuliers, en l'occurrence HTTP. Tout va permettre effectivement ce partage de documents et idée qui peut peut-être paraître un petit peu folle aujourd'hui, à l'heure du développement de plus en plus de réseaux commerciaux, des télécoms, du marketing, le CERN en 1994 renoncera à l'ensemble de ses droits de propriété intellectuelle et Internet deviendra gratuit et libre d'accès. De nombreux objets vont suivre hein, dans les dernières décennies, des téléphones connectés, des capteurs, des équipements électroniques divers qui tous sont peu ou prou en lien les uns avec les autres au travers notamment d'Internet. On parle de l'Internet of Things et d'ailleurs c'est connecté filairement ou pas.
Et ce nombre d'équipements et le volume des données stockées ne va plus cesser d'augmenter depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Et c'est ça qu'on appelle le déluge des données, hein, un partage incessant d'images, de vidéos, et les sites notamment de visionnage qui sont des premiers responsables de cet emballement avec des milliers d'heures, plus que des milliers d'années d'heures de visionnage de vidéos sur ces sites. Ces technologies ont révolutionné le monde, hein, je crois qu'à ce stade, on peut le dire, pour le pire, mais sans doute aussi un petit peu pour le meilleur. Et j'aimerais peut-être arriver et conclure sur ces questions en vous partageant finalement ce qu'il en a été finalement pour la science. Tout ça, évidemment, n'est pas exhaustif, mais la collecte des données, elle a été démultipliée ces dernières années grâce à ces progrès techniques, notamment dans le domaine des capteurs, qui vont permettre d'obtenir de plus en plus de données, y compris dans des lieux éloignés, y compris en temps réel. Mettre des chiffres sur des phénomènes à grande échelle, c'est aussi quelque chose qui a été permis par ces partages de données et ces données nombreuses. On a là ici, par exemple, l'exemple de la géographie des échanges téléphoniques en Grande-Bretagne, où on voit effectivement des liens enfin, de l'opacité relative de liens qui est proportionnelle au temps d'appel total par région. On va aussi pouvoir réaliser des traitements de plus en plus importants et notamment impossibles sans l'avènement du numérique. C'est le cas notamment dans le cas du numérique, de l'imagerie, pardon, numérique. Ainsi, aussi, pardon, pour faire plaisir un petit peu aux modélisateurs, le numérique a décuplé évidemment les capacités que nous avons à simuler et à produire des données à partir d'équations et de connaissances scientifiques. L'illustration typique, c'est celle du début de la météorologie, où on a conceptualisé dès les années 20 le principe du maillage, de calcul de simulation dans chacun de ces maillons, qui aboutit aujourd'hui à des calculs et à des modèles très complexes, notamment en climatologie. Avec beaucoup de données, et avoir beaucoup de données, c'est bien. En produire beaucoup, c'est intéressant, mais ça donne de nouvelles responsabilités, notamment pour les analyser et pour les sélectionner. On est passé d'une certaine frugalité à une abondance, et cette abondance, eh ben, elle nécessite de s'assurer de la qualité de ces données, et ça, c'est vraiment un enjeu aujourd'hui très, très important pour nos projets. Il s'agit aussi de faire parler les disciplines entre elles. Là, exemple de la génétique, qui évidemment n'aurait pas pu avancer aussi bien et aussi vite sans le numérique, notamment au travers des séquençages, mais qui nécessite aujourd'hui d'être traité, d'être croisé aussi à des sciences comme la biologie ou la recherche médicale. Il y a un enjeu de complétude et de représentativité de ces données qui vont exiger de faire plus en matière de métrologie notamment, avec des solutions nouvelles qui s'imposent de plus en plus, la télédétection, le biologging, l'instrumentation haute fréquence, et j'en passe, hein. Évidemment, tout ça n'est pas exhaustif en plus du besoin de dépasser les problématiques de limitation énergétique et de volume qui sont inhérents à ces microcapteurs et qui nécessitent, en l'occurrence, d'embarquer de plus en plus l'intelligence enfin, directement à l'endroit du capteur. Pour finir, la collecte des données, c'est pas forcément seulement l'apanage des seuls chercheurs à notre époque. L'open innovation, le crowdfunding est de plus en plus une source, en tout cas, de données et pose des questions nouvelles de méthode, notamment.
Enfin, un dernier mot sur ces données produites, il faut pouvoir les gérer, il faut pouvoir les traiter en les reliant, les décrivant. Ces innovations, ben, elles sont aussi nécessaires et c'est indispensable de documenter ces données du coup et de étiqueter ces données avec des métadonnées qui vont permettre effectivement de les trouver. Encore faut-il qu'elles soient accessibles. C'est le dernier défi de la science ouverte dont on parlera dans le troisième webinaire. Gardez une chose en tête pour conclure, hein, c'est qu'il n'y a pas de dématérialisation dans cette histoire. Tout ça était évidemment est cousu de fil blanc, comme on dit. On a changé de support, on a optimisé les choses, on a beaucoup automatisé, mais cela reste des outils. Et ces outils ils ont besoin d'être utilisés évidemment à bon escient. C'est des enjeux individuels, collectifs, qui seront finalement le cœur des présentations des prochains webinaires avec un cycle de vie de la donnée que nous regarderons, nous questionnerons, notamment à l'instar du plan de gestion de données qui pose comme question le fait de savoir qui produit, qui collecte ces données, comment on les stocke, comment on les organise, comment on les traite, quelles sont les règles associées à ces données, notamment qu'est-ce qu'on fait quand on a des données à caractère personnel, c'est le cas dans un certain nombre de projets, etc., etc. Et sans oublier les modélisateurs et les modélisatrices dont les travaux ont aussi un cycle et des bonnes pratiques à suivre. Je vous remercie de votre attention. Quelques bonnes lectures qui m'ont aidé aujourd'hui à faire cette présentation. Voilà, je suis à votre disposition si vous avez des commentaires ou des questions. Merci Jérôme pour cette présentation. Voilà, j'ai appris plein de trucs. C'était bien content. Euh, alors, je ne sais pas si on a des questions ou des remarques dans la salle par rapport à à cette présentation. Donc, le temps qu'il y ait quelques questions qui arrivent, moi, je peux lancer la discussion. Il y a euh, donc, tu as rappelé la loi de Moore, et donc c'est sur la puissance de calcul, si j'ai bien suivi. Je me demandais si cette loi de Moore, elle s'appliquait aussi sur les supports de stockage. En gros, est-ce que tu avais toujours ce doublement sur tous les supports, ou est-ce qu'il y avait des endroits où même c'était moins, ou même c'était plus? Enfin, moi, je sais pas si c'est quelque chose qui a été discuté. C'est peut-être une question pourrie, mais je la pose quand même. Alors, je te remercie pour la question. Je n'ai pas la réponse, mais je creuserai. C'est intéressant. La loi de Moore, elle est vraiment associée aux microprocesseurs, donc vraiment aux puissances de calcul. Voilà, Moore, c'était un ingénieur qui est à la base de l'invention des premiers circuits intégrés, des premiers microprocesseurs qui sont finalement voilà, des instruments, des puces sur lesquels on a eu de plus en plus de transistors déposés, et gravés. Et c'est ça qui a doublé, c'est la densité des transistors sur chaque puce qui a doublé tous les 2 ans à partir des années 70. Donc, c'est plutôt sur la mémoire vive, alors, du coup. Donc on est ouais, voilà, que sur ce type de mémoire en particulier. Ouais. Mais je regarderai quand même sur le reste des typologies de mémoire, comment les choses ont pu évoluer. Je pense qu'il y a une évolution qui est tout aussi exponentielle. Et alors, sinon, je me demandais, donc, tu as, parlé du CERN, donc ils ont, euh, alors je sais pas, ça donne envie de creuser, donc ils, ils auraient pu breveter Internet ou faire, parce que bon, ça relativise, Ouais, enfin, voilà, disons quand on voit les GAFAM dans une partie du modèle économique et d'échapper à l'impôt un peu partout dans le monde, du coup, ça fait encore plus froid dans le dos, quoi, mais bon. ouais, cette histoire, elle est assez surprenante. Mais en fait, c'est vrai qu'à une époque, dans les années 90, il y a d'autres réseaux que celui d'ARPANET, qui est le premier vraiment réseau qui met des ordinateurs
qui connectent des ordinateurs entre eux. Il y a d'autres réseaux qui naissent et d'autres opérateurs télécoms qui vont prendre le chemin voilà, de la transmission de données entre différents serveurs. Et tout ça se fait de manière, évidemment, dans un contexte de libéralisation économique de ce secteur, avec enfin, des acteurs économiques majeurs aujourd'hui. Enfin, tu parles des GAFAM, mais il y en avait d'autres. Et c'est vrai que là, pour le coup, le CERN décidait de manière complètement anachronique, non pas de développer quelque chose et de valoriser ces techniques-là, ils les ont mis à disposition de toute la communauté en créant notamment enfin, première association de régulation d'Internet qui existe encore. Et qui permet notamment de venir nommer, enfin de gérer le nommage des sites. Euh, donc ça existe encore, mais c'est vrai que c'est surprenant qu'ils aient fait ce choix-là, et en même temps, c'était logique puisqu'ils cherchaient vraiment à développer quelque chose le plus collectif possible, le plus ouvert possible. Ça avait vocation vraiment à permettre de partager des documents au plus grand nombre d'une certaine façon, en tout cas qu'il n'y ait pas de frein à un chercheur pour venir se connecter et récupérer des informations. Donc voilà, cette logique de science ouverte qui est un peu le fond de cette histoire, elle est anachronique par rapport effectivement aux enjeux commerciaux très très grands qui naissent à cette époque. En fait, ce qui est un peu triste, c'est que c'est anachronique en 2025, mais peut-être qu'en 94, c'était parfaitement consensuel, quoi. Ce que j'ai lu, c'est que c'était déjà anachronique et Ah, ok. complètement, voilà. Euh, c'est un exemple pratiquement unique en son genre. Alors, il y a une question dans le chat. Il y a Olivier qui te remercie pour donc pour, le webinaire et qui demande pourquoi tu n'as pas parlé d'Alan Turing. Pour être honnête, Olivier, j'avais une diapo sur Alan Turing à un moment donné, et pour ne pas, comment dire, alourdir encore ma présentation qui était déjà longue, j'ai préféré la ressortir. Mais effectivement, Alan Turing, pour le replacer, c'est un mathématicien qui a vécu avant-guerre et un petit peu après-guerre, et qui surtout a essayé de développer des machines. Donc, finalement, enfin, il est lui aussi vraiment à l'origine du développement de l'informatique et des premiers ordinateurs. Et lui, il a principalement travaillé à une machine qui cherchait à casser les codes nazis. Voilà. Donc, c'est un des pionniers, un des pères fondateurs de ces questions d'informatique, mais aussi évidemment des questions qui aujourd'hui sont le cœur de l'intelligence artificielle, puisqu'il s'agit effectivement de manière automatisée d'apprendre à partir de données et de finalement décoder des choses. Ok. Olivier, je sais pas si tu veux ajouter quelques éléments sur Turing Oui, m- merci beaucoup, Jérôme. C'était, je crois pas que je peux afficher ma caméra. C'était vraiment passionnant. Oui, juste pour Alan Turing, il y a aussi en plus de ses inventions, il y a aussi ses principes, sa philosophie, ses principes hein, qui touchent encore aujourd'hui la robotique. Par exemple, le principe de ne jamais s'attaquer à l'humain chez les robots, par exemple. Mais il y a plusieurs principes qui se déclinent comme ça et qui ont une portée universelle et contemporaine, toujours contemporaine, voilà. C'est pour ça que, c'est pour ça que j'avais mis une question sur Alan Turing. Félicitations pour cette passionnante histoire de l'information et Merci, j'ai Olivier. observé. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour le complément. Tout à fait utile. Effectivement,
C'est le test de Turing dont tu parles, qui est un test qui a vocation à évaluer la capacité d'un ordinateur, finalement d'un programme, à imiter une réponse humaine. Et aujourd'hui, les intelligences artificielles, les technologies d'intelligence artificielle d'aujourd'hui sont en train de dépasser. Et, enfin, aujourd'hui, elles répondent toutes. Enfin, le test de Turing n'est plus du tout adapté. Elles le passent toutes sans problème. On fait plus de différence entre une réponse humaine et une réponse issue d'un, d'un, d'un- d'un chat GPT ou d'autres technologies comme ça de discussion. Merci en tout cas. Alors, je ne sais pas s'il y a encore des questions pour Jérôme. Il y a des remerciements dans le chat. Euh, voilà. Sinon, donc la prochaine, donc tu peux nous rappeler la date et le thème. Tu as plein de merci dans le chat. Ouais. Donc la prochaine, c'est, je vais retrouver la date. Ou ta première slide, non? Ouais, c'était ma Le première 6 mai, slide. il me semble. C'est précisément, je vais vous la trouver tout de suite. C'est le 6 mai. C'est toujours un mardi et ce sera toujours de 14 heures à 15 heures. D'accord. Sur le cycle vie des données et comment bien planifier la gestion des données. Très bien. Avec des illustrations. Bon, Voilà, bah, c'est ça. parfait. Bah, merci beaucoup, Jérôme. Voilà, j'ai appris plein de trucs et des remerciements aussi dans le chat. Donc, c'était vraiment super que tu puisses faire ce cycle de webinaire et donc l'initier aujourd'hui. Euh, Bah, je remercie tous les présents et puis bah, donc à bientôt et au pire dans un peu plus d'un mois, donc le 6 mai pour le volume 2 de cette trilogie. Merci Jérôme et Merci. merci à tous. Merci. Au revoir à tous. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.